C'est de retour sur Sport & Chill. C'était donc Travis Scott avec le titre Stargazing. On passe tout de suite au débat de la semaine. Sport & Chill, le débat de la semaine. Et pour ce débat de la semaine, on va parler NBA à quelques semaines, je crois 2 semaines du retour du grand événement basket mondial. On va parler d'une problématique centrale qui est donc est-ce que la conférence Ouest ne tue pas la conférence Est ? On a vu cette problématique centrale parce qu'on a vu quand même que l'Ouest prenait un peu sur le pas sur l'Est en NBA, même pour les amateurs de NBA. Je sais qu'il y en a ce soir. Peut-être d'autant plus pour les amateurs de NBA. Ouais, d'autant plus pour les amateurs de NBA. Je sais qu'il y en a ce soir qu'on n'est pas trop... Pas qu'on n'est pas fan de NBA, mais qu'on est un peu moins spécialiste. Ah, il y a des Basketix quoi. Ouais, un peu Basketix. Ah, je rigole. Mais vous inquiétez pas, Il y a moins de connaisseurs, mais on s'est un peu renseigné. Et j'ai surtout délégué quand même ce débat à notre grand spécialiste NBA qui... C'est un grand mot pour le coup. Qui fait sa première ce fan des Lakers, finalement. Fan des Lakers, on peut le souligner. Et notamment d'un certain Kobe Bryant. Et grande année pour les Lakers. Ah ça, j'étais un fan des Lakers. Ouais. Je savais pas. Tu peux nous rappeler les règles du basket, s'il te plaît ? Voilà, je te laisse rappeler un peu pourquoi la dernière fois t'avais parlé de Larry Bird sur le débat. Un peu le basket, on va parler un peu de NBA, donc rappeler un peu ce que c'est la NBA. Je vais juste rappeler le système de fonctionnement de la NBA. Donc c'est divisé en 2 conférences, l'Ouest et l'Est, avec 15 équipes de chaque côté. Il y a une saison régulière où chaque équipe joue 82 matchs. Et à la fin de ces 82 matchs, il y a un classement donc pour chaque conférence. Et les 8 premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les playoffs. À partir de là, ils se rencontrent, le premier rencontre le 8e, le deuxième rencontre le 7e et ainsi de suite dans chaque conférence. Au meilleur des 7 matchs, donc la première équipe à remporter 4 matchs se qualifie pour le tour d'après, jusqu'à arriver à la finale de la conférence, puis la finale NBA. La finale NBA qui finit par couronner un champion. Bon, je pense que c'est bon pour tout le monde. Peut-être ton premier thème, Thibaut, donc, sur du coup, ce débat. On voulait parler du fait que la conférence Ouest tue la conférence Est, mais même tue presque la ligue, parce qu'on se rend compte depuis quelques années que le champion est toujours à l'Ouest. Donc il y a eu l'anomalie un peu Cleveland il y a 2 ans, qui est peut-être dû à quelque chose en particulier. Voilà, qui est dû à LeBron James. Ouais. C'est l'anomalie LeBron James. Mais voilà, donc la conférence Ouest, est-ce qu'elle tue même pas la ligue carrément, parce qu'on sait presque qui va être champion dans 8 ou 9 mois, et justement qui peut arrêter Golden State cette année encore. Ah puis c'est vrai qu'on voit peut-être les écarts, ne serait sur les dernières années, qui effectivement sont importants à signaler. C'est de voir que des équipes comme Houston, qui n'était pas forcément en tête de la conférence Ouest. Dernièrement, ils ont fini le premier l'année dernière, la saison régulière. Mais voilà, sur les dernières saisons avant, même les années où ils terminaient pas forcément en tête. Je pense à l'année justement précédente, pas la saison 2017-2018, mais 2016-2017. Ils avaient un bilan qui aurait été au-dessus des autres équipes de l'Est. Au-dessus du bilan de la conférence. Et voilà, j'ai pris Houston encore. J'aurais pu peut-être aller plus loin dans le classement en citant des équipes comme Utah ou autres qui ont des bilans nettement ça arrive meilleurs régulièrement que les équipes de la conférence 9e Est. ou le 10e de la conférence Ouest, avec le bilan qu'il avait, aurait fini 7e ou 8e à l'Est et se serait qualifié pour les playoffs à l'Est. C'est ce qui pose aussi question. Au-delà de savoir, je veux dire, à l'Ouest même, est-ce qu'il y a un champion qui ressort ? Est-ce que Golden State, par exemple, est au-dessus de tout le monde ? C'est même pas ça la question. C'est plus de se dire, à l'Ouest, il y a une telle densité, un tel niveau de joueurs, tellement de joueurs aussi qui étaient dans les équipes de l'année All-NBA, Star, etc., qui passent de la conférence Est à la conférence Ouest. Est-ce que maintenant, l'écart est tellement important qu'on se dit, est-ce que le système même de la NBA le système va être adapté et en question, et Adam Silver, qui est celui qui gère la NBA, pense à faire un nouveau système qui ferait que ce serait les 16 meilleurs bilans du coup, peu importe la conférence, et qui ferait qu'on aurait des playoffs à 16, donc peut-être avec 12 équipes de l'Ouest et 4 de l'Est, et le premier qui rencontrait le 16e. C'est pensé, c'est peut-être un peu compliqué au niveau de la logistique. Est-ce que ça renforce pas le déséquilibre de faire ça ? Ça renforcerait le déséquilibre, mais voilà, ça renforcerait la compétitivité de la ligue, puisqu'on aurait, je vais prendre l'exemple de l'année dernière, mais qui c'est qui finit 9e à l'Ouest, je me souviens plus exactement. Il y a un match, c'est Denver. Voilà, Denver qui finit 9e à l'Ouest,
Alors que vraiment, ils avaient toutes les qualités pour prendre le 7e ou le 8e de l'Est et qu'ils auraient sans doute. On serait passé au premier tour. Voilà, au premier tour, ils les auraient tapés sans doute. Après, le système, il est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, est-ce que ça va être pas un peu compliqué d'en changer, surtout que ça pose un problème logistique, puisque si par exemple les Lakers, même si je pense pas qu'ils soient en playoff encore pour un petit bout, mais les Lakers doivent affronter les Knicks de New York sur 4 matchs qui doivent se dérouler sur une semaine, pour les joueurs c'est assez éprouvant quand même, mine de rien. Donc est-ce que c'est vraiment envisageable? Puis il y a la logistique, puis il y en a certains, je pense, tu as des tenants de... Voilà, la NBA, elle est comme ça, il n'y a pas de raison de la changer, c'est l'Est contre l'Ouest. Et t'en as qui vont te dire, mais voilà, pourquoi les plus conservateurs, on en reviendrait? Voilà, ça, c'est sûr. Peut-être pour revenir à Golden State, on peut évoquer ses adversaires. Alors moi, en très petit amateur de NBA, j'ai noté un peu l'équipe de Golden State. Pour moi qui connais pas trop la NBA, je connais tous les joueurs du coup. Là, Steph Curry, Marcus Cousins, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green. Je veux dire, c'est une équipe, il y a 2 ans, ça pouvait être le All-Star, l'équipe de titulaire du All-Star Game à l'Ouest. Alors est-ce que quelqu'un peut aller chercher cette équipe? Alors moi j'ai noté peut-être plus les Spurs cette fois-ci, les Rockets qui seront encore là, les Lakers qui montent peut-être avec les Lakers, c'est un peu tôt. Le Thunder peut-être qui est toujours là, les Clippers qui sont toujours présents. Est-ce que quelqu'un peut vraiment aller chercher à part Houston? Pourquoi les Lakers c'est trop tôt? Parce que LeBron James avait révolutionné plus ou moins les Cleveland. Ouais, mais il avait révolutionné Cleveland alors qu'il avait Kyrie Irving et Kevin Love qui étaient là. Là, il part vraiment de pas grand chose. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi cette année. Nouveaux joueurs, voilà, il y a énormément de nouveaux joueurs et puis c'est un peu bizarre le recrutement des Lakers parce que LeBron James c'est un joueur qui aime beaucoup avoir la balle et après faire le choix au moment où il se rapproche du panier, donc aller dunker s'il faut aller dunker ou ouvrir sur un joueur qui va marquer à 3 points. C'est pour ça que Kyrie Irving et Kevin Love complétaient assez bien LeBron James. Là ils ont fait signer des joueurs qui sont aussi à l'aise avec la balle, donc Lane Stephenson, Rajon Rondo, mais qui sont pas des spécialistes du shoot à 3 points. Et ça va être peut-être un peu compliqué, surtout que les Lakers avaient drafté la saison dernière Lonzo Ball, qui est le même style de joueur. Donc il va falloir que ça se mette en place, et ça va être sans doute plus long qu'avec Cleveland. Donc je pense que c'est encore un peu tôt, et qu'ils misent aussi sur la prochaine free agency pour compléter ce groupe. Gamin. Alors moi, je ne suis pas spécialiste non plus, mais j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui explique en fait que d'un coup, depuis quelques années, l'Ouest soit tellement dominateur par rapport à l'Est? C'est conjoncturel, c'est financier, c'est un attrait des villes. Il y a un fait que c'est à l'Ouest. C'est plus bankable, on va dire, mais aller jouer à Los Angeles, il y a 2 équipes à Los Angeles, c'est quand même mieux que de se retrouver à jouer à Atlanta par exemple. Donc il y a ce point-là. Faire Los Angeles, San Francisco ou Détroit, quoi. Voilà, il y a ça qui entre en jeu, mais aussi le fait que depuis quelques années, les joueurs privilégient aussi la bague, donc le titre de champion, à une certaine concurrence. Le cas Kevin Durant, même s'il était à l'Ouest, est assez marquant, puisque c'est un joueur qui a préféré partir d'OKC pour aller à Golden State et remporter son titre de champion. Et ça arrive de plus en plus souvent. Des joueurs qui partent dans les gros marchés, donc qui sont importants et qui déséquilibrent ça, donc qui font que les joueurs se retrouvent beaucoup à Golden State, à Houston. Ils se sont retrouvés beaucoup aux Clippers et ça complètement dérégule le marché. Et du coup, ça donne une ligue qui est à 2 vitesses entre 2 conférences qui ne sont pas du tout au même niveau. Il y a actuellement, je pense que les franchises de New York n'ont jamais été aussi au plus bas. Enfin, là, il n'y a pas soit les Nets ou les Knicks depuis 3-4 ans. Vraiment, ils n'arrivent pas du tout à retrouver leur niveau. Ils sont des franchises emblématiques de l'Est, mais qui n'arrivent pas à retrouver le. Peut-être on peut parler de l'Est justement. Comment tu expliques aussi que les Knicks, qui avaient il y a quelques années quand même un projet de jeu intéressant, soit aussi bas, comme d'autres franchises peut-être. C'est un changement de génération aussi. T'as d'autres nouveaux jeunes qui tuent pas forcément là-bas, et puis tu vois les Spurs depuis qu'ils sont en train de baisser aussi parce que c'est une génération qui s'arrête. Ouais, mais justement les Spurs ils ont réussi à stopper ça entre guillemets, puisqu'ils ont fait signer DeMar DeRozan. DeMar DeRozan qui est un des très grands joueurs de la ligue, même si c'est un joueur qui est en play-off. Mais ils ont perdu aussi leur numéro 1 Kawhi Leonard. Oui, mais qui n'avait pas joué de la saison. Oui, et on l'a vu d'ailleurs. Oui, enfin, ça s'est remarqué, mais. Puis Aldridge qui est arrivé il y a 2 ans. Le problème, c'est que maintenant les gros marchés, les équipes qui arrivent à
à être forte à l'Est, c'est Toronto, c'est Philadelphie. Boston. Même si Philadelphie revient et Boston a fait Qui a joué une très très grosse saison l'année dernière. C'est pas, ça attire toujours moins. Bon, Boston c'est un peu une anomalie. Je veux pas le dire comme ça, mais c'est une franchise qui attirera toujours et qui donc parce que c'est une franchise emblématique, historique, voilà. Mais les autres, Toronto, ils avaient le bon moment pour être là, mais c'est pas une franchise. Dans 3-4 ans, il y a plus beaucoup de joueurs qui voudront jouer à Toronto. C'est un peu un épiphénomène. Alors qu'il y a des franchises à l'Ouest qui, malgré quand elles perdent leur franchise player, 3 ans après, elles sont toujours en haut. Parce que c'est des franchises historiques et qui plaisent aux joueurs. Les joueurs veulent aller jouer là-bas. Mais pourtant, il y a 10 ans, Boston c'est triple champion en titre, non? Oui. Mais donc justement, c'est quand même attractif. Oui, Boston, mais Boston justement à l'Est c'est un peu c'est l'exception, voilà, parce que c'est la franchise mythique, c'est la franchise la plus titrée de l'histoire, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, donc jouer à Boston, c'est attractif. Mais après, voilà, ce qu'on ne souhaite pas dire non plus, c'est que l'Est n'est pas intéressant. Justement, je pense que l'Est, la conférence Est cette saison va être intéressante à suivre aussi, parce que voilà, on va voir les équipes qui montent. Il y a certaines équipes qui ont commencé à monter. Je pense aux Sixers l'année dernière, par exemple. Parler d'ailleurs des Sixers. Et donc du coup, il y a des projets de jeu quand même intéressants, et il va y avoir une homogénéité. Malheureusement un petit peu nivelé par le bas par rapport à la conférence Ouest, qu'il n'y a jamais eu, notamment avec le départ de LeBron James, qui faisait que Cleveland, même la saison dernière, en faisant une saison régulière moyenne, semblait encore, plus que moyenne d'ailleurs, nettement au-dessus. Et voilà, moi j'étais, même si je le savais, donc je vais pas dire que j'étais surpris, mais j'imaginais les gens qui connaissent pas trop la NBA d'entendre Guy ou Thibaut à chaque fois dire les Cleveland ils ont super mal, mais t'inquiète pas, en playoff ils vont les exploser, quoi. Non mais c'est ça, voilà, Cleveland, LeBron James, même quand il était mal, on savait qu'il serait en finale NBA. Ça a été comme ça, il l'a fait pendant 8 ans d'affilée. C'était l'année dernière, même quand Cleveland était 9e ou 10e en début de saison et arrivait pas, on savait que LeBron James serait en finale NBA. Mais bon, à l'Est, il y aura des équipes à suivre quand même. Là, ça va être une nouvelle ère, parce qu'il va falloir trouver son successeur. Mais on sait que le champion sera à l'Ouest. L'année dernière, on savait que la finale NBA, c'était Golden State Houston. C'était la finale de la conférence Ouest. On savait que celui qui gagnerait ce match-là remporterait la finale contre Cleveland. Donc c'est vrai qu'après, il y aura des équipes, des franchises intéressantes à suivre. On parle de Philadelphie qui va devoir se remobiliser après sa défaite en demi-finale, avec des joueurs comme Ben Simmons ou Joel Embiid qui vont devoir confirmer leur saison exceptionnelle. Markelle Fultz qu'il va falloir qu'il prouve qu'il avait le niveau pour être drafté en numéro 1 il y a 2 ans. Boston où il va falloir intégrer Kyrie Irving et Gordon Hayward qui se sont blessés en fin de saison mais qui ont été suppléés magnifiquement par des Jason Tatum, par des Terry Rozier, et il va falloir trouver l'amalgame parfait entre tous ces joueurs. Mais on voit pas comment même la plus belle équipe de l'Est arriverait à les titiller les très gros de l'Ouest. Donc c'est vrai que c'est un souci, même si la conférence reste sympa à suivre pendant la saison régulière et même pendant les playoffs, parce que les batailles entre toutes ces équipes, elles sont intéressantes. Le problème, c'est que voilà, ils n'ont pas encore le niveau escompté pour aller chercher le titre, et que c'est un peu dommage parce que ça tronque la NBA. Mais est-ce que les équipes de l'Ouest, les équipes de l'Ouest ont plus d'argent que l'Est, et ça attire aussi plus les joueurs? Alors, il y a les gros marchés, ils ont autant d'argent à l'Est qu'à l'Ouest. Donc c'est-à-dire que Boston, c'est un gros marché. Au niveau argent, ils sont pas plus à plaindre que Los Angeles ou que Golden State. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui font des compensations financières. Je prends le cas de DeMarcus Cousins, qui a signé à Golden State à l'Ouest cet été, et qui a fait une compensation financière puisqu'il va toucher, je crois, le minimum qu'il pouvait prendre, et qu'il n'aurait pas fait ça pour signer à l'Est. Et du coup, ça déséquilibre totalement la ligue. C'est ce qui est arrivé avec Kevin Durant, qui a signé pour un minimum aussi il y a 2 ans avec Golden State, et en gros, les joueurs font des concessions pour jouer vraiment au niveau le plus haut qu'ils puissent. Ils veulent mais c'est aussi bien, parce que ça montre que les joueurs veulent pas briller tout seuls dans un club, comme pourrait le faire LeBron James, comme il a fait à Cleveland. C'est que les mecs sont là pour gagner. Et pour gagner, il faut qu'il y ait une équipe solide. Et du coup, mais là c'est vraiment, Golden State, c'est incroyable. Oui, ils ont 5 All-Stars. Ils sont imbougeables. Et c'est intouchable.
Est-ce qu'on peut parler tu parlais de ça, d'un joueur comme Carmelo Anthony qui a fait est-ce qu'il a fait la même chose avec chez les Rockets ou pas? Parce que je sais qu'il est parti chez Carmelo, alors pas du tout. Carmelo Anthony c'est compliqué parce que c'est compliqué parce que lui il a signé donc il était à OKC, il avait une player option, donc c'est par rapport à son contrat à 26 millions de dollars. Il a signé pour les Hawks qui l'ont coupé, mais qui vont qui vont lui payer sa player option de 26 millions. Donc il a pas du tout fait ça. Lui il est resté, voilà, il a voulu toucher son argent et il va signer et il va jouer pour les Rockets. Peut-être passer à une autre problématique. Moi je voulais juste revenir peut-être. Donc on a parlé de LeBron, on a parlé de Golden State, on a beaucoup parlé des Sixers et des Celtics. Il serait intéressant aussi de parler de Portland à l'ouest, parce que c'est vraiment la conférence qui va être encore attendue, voilà. Mais Portland, qui l'année dernière a fait une saison régulière exceptionnelle, qui finit troisième de la conférence ouest, mais qui s'est fait balayer, donc c'est un sweep, on appelle ça. Ils ont pris 4-0 au premier tour des playoffs par les Pelicans, qui n'étaient pas attendus à ce niveau, mais qui ont fait une bouchée des... C'est qui leur tête d'affiche? C'est Lillard, non? Ouais, Damien Lillard et CJ McCollum. Portland. Mais voilà, comment ils vont réussir à se relever de cette claque totalement inattendue de l'année dernière? Parce que c'est une équipe qui est tout le temps en reconstruction. Ils avaient perdu beaucoup de joueurs il y a 3 ans. Ils avaient réussi à reconstruire autour de Lillard et avec McCollum et avec des Yusuf Nurkic. Mais là, ils ont repris une nouvelle claque l'année dernière. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se relever et à refaire une saison régulière digne de celle qu'ils ont fait l'année dernière? Ça va être à voir, mais Lillard a beaucoup de choses à prouver sur cette saison, surtout en play-off, même si ça arrivera plus tard, mais il va falloir qu'ils rachètent un peu leur play-off de l'année dernière qui était pas digne de la saison qu'ils avaient fait juste avant. Pas de réaction sur Portland. Est-ce qu'on peut peut-être conclure sur les questions qu'on a posées? Est-ce que pour vous, donc du coup, Golden State sera menacé cette année ou pas du tout? Non, très rapidement. Je vois pas pourquoi ça changerait. Je les vois même essayer de battre le record en saison régulière de 73 victoires, non? Ça, j'y crois pas trop par contre, parce que quand ils avaient fait 73-9, il me semble. Ouais, 73-9. J'y crois pas trop parce qu'ils l'ont fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et après ça les avait totalement pour le titre. C'est un peu à cause de ça aussi qu'ils le perdent au 7e match contre Cleveland il y a 2 ans. Ils perdent le titre un peu parce qu'ils vont chercher le record en fin de saison. Donc je pense pas que ce soit un objectif, et je pense même qu'ils le feront pas du tout. Est-ce que le plus grand concurrent de Golden State restera Houston cette année? Ou y a-t-il une surprise? Moi je suis pas sûr. Parce que Houston, ils ont perdu pas leur leader, mais leur deux faire-valoir entre guillemets défensifs, Trevor Ariza et Lukemba Moute, qui étaient des joueurs défensifs d'importance et qui leur avaient fait franchir un palier là-dessus. Ils ont perdu leur coach de système défensif aujourd'hui, là, qui est parti pour raison personnelle. Il va falloir intégrer un nouveau coach. Il va falloir intégrer Carmelo Anthony, qui n'est pas au meilleur de sa forme depuis 2 ans. Moi, je pense que Houston, ils ont raté le coche l'année dernière avec la blessure de Chris Paul. Tu ne les vois pas au même niveau cette année? Je les vois pas au même niveau. Je pense que trop tributaire de James Harden? Non, mais je pense que défensivement, ils ont trop perdu pour être aussi forts que l'année dernière et aller titiller Golden State. Et tu verrais qui alors, peut-être en 2? Je sais pas. Franchement, honnêtement, Parce que là, clairement, je verrais pas les Spurs non plus. Non, je vois pas. ici, je pense que Westbrook, il est trop encore. Peut-être que Portland peut faire quelque chose, et Utah, s'ils arrivent à. Ouais, Utah, pourquoi pas. Utah avec Donovan Mitchell, Rudy Gobert, qui est le meilleur, le dernier meilleur défenseur de la ligue. Ouais. Après, ils ont pas le niveau pour aller les prendre en 4 matchs, mais peut-être faire une encore meilleure saison que l'année dernière, qui avait déjà été exceptionnelle au vu des joueurs qu'ils avaient. Ouais. Et enfin, à l'Est, on parle surtout de Boston Celtics. Est-ce qu'il y a des surprises qui peuvent arriver en conférence Ouest? À l'Est, 1 et 2, ce sera Boston et Philadelphie, je pense. Je sais pas l'ordre exact. À mon avis, Boston part avec un avantage qui est qu'ils ont Kyrie Irving et Gordon Hayward, qui connaissent la ligue depuis un peu plus longtemps que les 2 leaders de Philadelphie. Mais je pense que ce sera la finale à l'Est, Boston-Philadelphie, et que ce sera un match très très intéressant à voir. Parce que c'est 2 équipes qui pratiquent un basket vraiment, vraiment, vraiment sympa à regarder.
Parfait, on va terminer là-dessus. Rendez-vous avec la NBA le 30 septembre, si je ne me trompe pas. Ceux qui sont amateurs de basket, et notamment de basket américain. On va passer, on remercie d'ailleurs Thibaut, on croyait que c'était un invité, tellement il était présent sur ce débat, et on voit qu'il est spécialiste de NBA. On va passer nous à notre... Déjà il connaît mieux les joueurs que nous, tu vois. Il en cite plus. Ah carrément. À notre deuxième poste. Juste pour en citer un dernier, il faudra faire attention à Luka Doncic cette année, qui est la pépite, européenne. C'est le joueur qui a été drafté par Dallas, non, il est slovène, il me semble. Oui, il est slovène. J'ai un doute là, mais voilà, c'est juste lui, le joueur à suivre, le rookie à suivre pour l'année. Et Robert Dubuchon, qu'il avait emporté avec le Real Madrid l'année dernière. Je connais aucun joueur de ce qu'il a cité. Ok, bien, le Real Madrid. Ouais. Quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Vince Staples avec le titre 740